Bonsoir. D'abord, on est à l'heure, à 19h30. J'espère que pour certains, ça rappelle des bons souvenirs. C'est cet amphi côté Carabin. J'espère que ça vous dépayse un peu. Merci beaucoup à Nicolas Castoldi qui nous accueille dans ce site. On a beaucoup de chance de pouvoir être dans ce site aussi original que l'Hôtel Dieu. Donc vous êtes au séminaire Polytechnique 12e séance. Brièvement, vous rappelez que ce sont des séminaires qui ont vocation à permettre un échange entre, si je puis dire, l'écosystème de l'école polytechnique et le monde professionnel de la santé. À cet égard, je remercie des collègues de l'école polytechnique qui sont présents dans la salle et qui participent un peu à notre réflexion. Je remercie aussi le président de l'Académie de médecine, Francis Michaud, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Puis je vous remercie d'être présent également avec nous ce soir. On avait jusqu'à maintenant réfléchi sur la prévention algorithmique, donc comment l'intelligence artificielle aide à la prévention. Nous avons aussi eu des séances sur des questions de management de terrain. Et ce soir, nous élargissons à un sujet, je dirais, qui est d'actualité, mais peut-être pas assez travaillé, en tout cas de notre point de vue, c'est le passage à l'échelle des innovations numériques et notamment l'intelligence artificielle. On peut partir d'un constat un peu, je dirais, commun, c'est qu'il y a une maturité technologique sur l'IA qui est de plus en plus affirmée, des résultats qui montrent le potentiel, mais une adoption en fait dans les soins courants et dans le système qui est assez décevante. C'est-à-dire que quand on regarde finalement le nombre d'outils et d'applications en utilisation routinière, il y en a assez peu. Alors il y a énormément de raisons pour cela. Il y a une littérature assez profuse qui sort depuis 2 ans sur l'adoption par les professionnels, à commencer par les médecins qui ont un certain scepticisme ou qui ont du mal à accepter l'interaction. Les patients aussi qui se posent des questions, qui sont à la fois curieux mais peut-être avec aussi une certaine inquiétude. Le fait d'intégrer tout simplement dans le système de santé. Et je pense que Nicolas et Patrick sont très bien placés pour évoquer aussi les questions d'implantation. Qu'est-ce que ça veut dire de l'intégrer dans le flux de soins courants? Et puis nous avons aussi une question d'accès au marché pour les startups qui est assez fondamentale. Alors, on a voulu aborder ce dernier point plus particulièrement ce soir, c'est de savoir au fond comment une start-up réussit dans un marché sur l'innovation numérique en embarquant de l'IA. Alors, je suis très, très heureux d'accueillir Théophile Mort-Durdet, qui est un jeune polytechnicien de 31 ans. Je l'avais repéré, si je puis dire, depuis longtemps, pour une raison simple, c'est qu'il est très peu dans les médias, très peu dans les réseaux sur le numérique en France, et en même temps, c'est une très belle histoire. Bon, je te mets un peu de pression en disant ça, mais c'est une histoire que tu vas nous raconter. Donc Théophile est polytechnicien, diplômé d'HEC également. Tu as créé Volta en 2016, donc dont tu vas nous parler, avec des médecins. Tu as des attaches à Marseille. Alors, voilà. Je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. On va pas parler de foot. Tu as créé, à partir de Volta, une dynamique extraordinaire. Une des grandes originalités, c'est que tu es allé sur le marché américain. Tu vas nous en parler. Et la question qui fascine un petit peu pour nous, c'est de savoir, mais au fond, pourquoi on va sur le marché américain? Quelles sont les raisons par rapport à un marché français ou européen? Tu as fait une levée de fonds de 90 millions d'euros par des investisseurs très reconnus, de dollars? Non, mais en plusieurs. En plusieurs. Tu as eu le prix Galien USA 2023, tu as publié dans Nature Medicine dans le cadre de cette expérience, ce qui évidemment ne gâche rien au tableau. Donc tu vas nous raconter tout ça et on est vraiment très fiers de t'accueillir. Et tu fais, j'ai vu, partie des 100 personnes de moins de 35 ans qui sont censées définir l'avenir de la France par, je ne sais plus quel journal, par le Figaro. Voilà, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais enfin bon, on te souhaite le meilleur. On va t'inviter dans 10 ans, si on est encore là. Bon, alors pour discuter, nous avons 2 discutants de choix qui sont vraiment rompus à l'exercice justement de l'utilisation de l'innovation numérique, et je vous remercie tous les 2 d'être présents. Alors Nicolas Castoldi, donc tu es le maître de cérémonie. Tu m'as transmis une brève
bref bio. Et alors, je dois dire, j'ai été très impressionné parce que tu as énormément de casquettes. Donc, excuse-moi d'emblée parce que je vais certainement en oublier. Tu as quelque chose moi, qui m'a toujours étonné, c'est que tu es normalien, agrégé de philo, et tu es dans la médecine. Et je trouve ça formidable parce que justement, ça offre une diversité, un angle de vue sur le sujet. Tu es directeur délégué à la direction générale de la PHP, en charge notamment de l'innovation, mais pas seulement. Tu es très connu, et je dirais reconnu, avec tes équipes sur le fait qu'à l'Hôtel-Dieu, vous avez été très leader, et je fais un petit clin d'œil à mon ami Pierre-Yves Brossard, évidemment d'autres membres de l'équipe, sur les tiers-lieux d'expérimentation. Vous avez été, je pense, très pionnier sur cette question des tiers-lieux, et je pense que tu en reparleras. Vous êtes aussi un incubateur à l'Hôtel-Dieu important, et peut-être le plus grand à l'heure actuelle en France ou en Europe sur les startups. Donc, évidemment, tu es une personne clé sur ces sujets. Tu as d'autres casquettes, et excuse-moi de pas toutes les citer. Je sais que tu as fait un livre aussi sur les enseignements de la crise Covid qui a été très reconnu il y a 2 ans. À côté de toi, il y a Patrick Jourdain. Donc Patrick, c'est un prof de cardiologie qui a une histoire aussi formidable, qui a été très connu aussi parce que c'est le fondateur de Covidom pendant la crise Covid, dont vous vous rappelez probablement, puisque c'est une plateforme qui a été très largement utilisée et qui a eu une valeur ajoutée très importante. Et puis, tu as fait le saut vers le privé, puisque tu es directeur médical de Ramsay Général de Santé. Donc tu t'occupes de ce grand groupe, plus de 7000 médecins dans 5 pays européens, et tu es en charge aussi de toute l'innovation numérique. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir vos 2 points de vue. Je m'arrête là, je te laisse la parole, Théophile, je suis ravi. On a décidé que, sur le même principe, c'est que tu as du temps pour présenter l'histoire de Volta, et on est impatient de la connaître. Merci encore d'être là. Merci beaucoup, Étienne. Je te dois d'être là. Alors déjà, c'est la pression. Hein. Je parle sous le contrôle de nombreux polytechniciens, de médecins, de cardiologues et même de l'Académie de médecine. Donc, je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup. Je suis assez honoré de venir de Marseille à Paris devant une salle comble. Merci beaucoup et merci notamment à Étienne de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'aborder donc le thème du passage à l'échelle de l'innovation numérique en santé. Avec pour exemple Volta, qui est donc l'entreprise que j'ai cofondée et dont je suis le directeur général et que j'ai cofondée avec 3 médecins assez extraordinaires, 2 cliniciens praticiens qui sont donc cardiologues, rythmologues à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, qui est un hôpital privé à but non lucratif, et le docteur Jérôme Khalifa, qui est franco-américain, qui est basé aux États-Unis, il habite à Providence, et qui a dédié toute sa carrière avant Volta à la recherche fondamentale, et il continue à faire beaucoup de recherches fondamentales en rythmologie cardiaque chez Volta. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je suis obligé quand même de dire un mot sur la rythmologie cardiaque. Qu'est-ce que c'est un rythmologue, un cardiologue rythmologue, et qu'est-ce que c'est la rythmologie cardiaque ? Donc, un cardiologue rythmologue, et là encore une fois, je parle vraiment sous le contrôle de Patrick, c'est un cardiologue qui va s'intéresser au rythme du cœur et notamment aux troubles du rythme cardiaque. Donc et ces troubles du rythme se regroupent en différentes familles. Donc il y a les rythmes trop rapides, les tachycardies, les rythmes trop lents qui sont les bradycardies, les rythmes chaotiques qui sont des fibrillations, et elles touchent différentes cavités du cœur. Donc en quelques mots, le cœur c'est un organe constitué de 4 cavités. 2 cavités supérieures qui sont les oreillettes du cœur et 2 cavités inférieures qui sont les ventricules. Et il y a la particularité de cet organe, c'est que son muscle, le myocarde, peut se dépolariser comme un nerf. Et donc il y a une onde électrique qui se propage de l'oreillette droite du cœur vers les ventricules de haut en bas. Et à mesure que le myocarde se dépolarise, à mesure que l'onde électrique se propage, le muscle se contracte. Donc en fait, en résumé, c'est un muscle dont l'activité électrique est intrinsèquement liée à son activité mécanique. Et donc, la plupart en fait, des troubles du rythme du cœur s'expliquent par des troubles de la conduction électrique dans le cœur. L'onde électrique qui va se fractionner, l'onde électrique qui va rencontrer des obstacles, qui va ralentir. Il va y avoir des courts-circuits.
Et donc le rythmologue, c'est un peu l'électricien du cœur. Et son objectif, c'est d'essayer de comprendre comment l'électricité, en gros, se propage dans le cœur. Et à partir de la conduction électrique dans le cœur, essayer de dire, bon, bah, là, il y a une anomalie, là, il y a une anomalie. Et donc, je vais essayer de corriger ces anomalies pour restaurer le rythme normal du cœur, qui s'appelle le rythme sinusal. Donc là, ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est donc l'onde électrique qui se propage dans l'oreillette gauche d'un patient. Donc ça, c'est le mur antérieur de l'oreillette gauche d'un patient. Et vous voyez que ça tourne autour d'un petit îlot central. Et donc cet îlot central, c'est probablement une zone de cicatrice. Et donc cette zone cicatricielle qui peut être liée à un traumatisme du patient pendant sa vie ou à un stress mécanique ou à l'âge. Et donc cette anomalie du tissu va engendrer une anomalie de la conduction et va permettre une réentrée, donc un court-circuit dans cette zone-là. Et ce court-circuit va malheureusement engendrer un court-circuit mécanique, enfin, va engendrer une contraction beaucoup trop rapide de l'oreillette gauche et plus généralement du cœur. Et donc, c'est ce qu'on appelle une tachycardie atriale. Donc, voilà en gros ce que c'est la rythmologie cardiaque. Donc voilà, on s'intéresse aux troubles du rythme du cœur et aux manières de, évidemment, traiter ces troubles du rythme. Alors, nous, chez Volta, on s'intéresse non seulement à la rythmologie, mais on a commencé d'abord par une arythmie cardiaque particulière qui s'appelle la fibrillation atriale, qui est l'arythmie cardiaque la plus fréquente dans le monde, qui touche environ 12 millions de patients en Europe, 8 millions de patients aux États-Unis, entre 600 000 et 1 million de patients en France. Donc c'est une arythmie avec une très très forte prévalence et tout le monde connaît en fait des patients qui font de la fibrillation atriale sans forcément le savoir. Et donc c'est le tremblotement des oreillettes, la fibrillation atriale, donc la fibrillation des oreillettes, le tremblotement des oreillettes. C'est une arythmie qui réduit l'espérance de vie, qui augmente le risque d'AVC, qui augmente le risque de démence et qui évidemment augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Et il y a 2 voies de traitement pour cette arythmie. Il y a la voie médicamenteuse par des antiarythmiques et puis il y a la voie qui est assez récente pour la fibrillation atriale, qui a 20-30 ans, par l'ablation par cathéter dont je vais vous parler. Donc, sachant que la voie médicamenteuse est généralement utilisée en première intention, ne fonctionne pas chez tous les patients et il y a aussi beaucoup d'effets indésirables sur le long cours, surtout chez les patients qui tolèrent mal les traitements. Un dernier mot sur l'AFA, et après je vais arrêter de continuer à creuser. On distingue 2 types de fibrillation atriale, des formes plutôt simples de fibrillation atriale, qu'on dit paroxystique, et des formes plus complexes de fibrillation atriale, où le patient est dans un état plus permanent d'arythmie cardiaque, et c'est des FA qu'on appelle des FA persistantes. Et nous, chez Volta, spécifiquement, non seulement notre produit se spécialise sur la fibrillation atriale, mais il se spécialise sur les FA complexes, les FA les plus persistantes, qui représentent la grande majorité des patients. C'est ce que vous voyez là. Environ 3/4 des patients en FA sont en FA persistante. Alors, l'ablation par cathéter. Donc, l'ablation par cathéter, ça consiste, donc le but de l'ablation par cathéter, c'est de traiter des arythmies cardiaques par voie minimalement invasive, et on va insérer des cathéters, donc des sondes, par voie vasculaire dans le cœur. Et ensuite, il y a 2 phases. En gros, il y a une phase où on va essayer de comprendre l'arythmie cardiaque. Donc, on va notamment mesurer des signaux électriques dans le cœur pour essayer de comprendre comment le tissu se dépolarise, comment l'onde électrique se propage dans le cœur. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a identifié les zones cibles à traiter, on va intervenir avec des cathéters dédiés pour l'intervention dans le cœur. Donc on va cautériser le tissu cardiaque. Et pour ça, il y a maintenant plein de nouvelles techniques qui sont en train d'émerger et qui changent complètement la pratique. Alors là, je vais vraiment pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que pour les formes complexes de fibrillation atriale, enfin déjà pour vous dire que la technique standard consiste à traiter le cœur de façon anatomique. Donc c'est-à-dire qu'on va brûler toujours au même endroit dans le cœur, on va cautériser toujours au même endroit dans le cœur selon un certain nombre de critères anatomiques, et notamment on va isoler les veines pulmonaires de l'oreillette gauche. Bon, voilà. Et cette technique, chez les patients, je crois qu'il y a quelques sièges dispo, il y en a un là, un là, un là.
Euh, non, non, si vous voulez. Voilà. Et non, c'est juste pour vous dire que cette technique anatomique fonctionne très bien chez les patients qui font de la fibrillation atriale, de forme simple de fibrillation atriale, et moins bien chez les patients en fibrillation atriale complexe, donc les fibrillations atriales persistantes, avec des taux de succès à long terme pour cette procédure de l'ordre de 50-60%. Non seulement les taux de succès sont de l'ordre d'1 sur 2, mais surtout, une fois que le patient revient, une fois qu'il y a un échec de procédure, on ne sait pas quoi faire. Parce que par principe, c'est anatomique. Et donc, une fois qu'on a ablaté à un endroit, le patient revient, on a déjà ablaté, entre guillemets, la messe est dite. Donc, pour ces patients qui sont en FA persistante, les procédures sont... Il n'y a pas beaucoup d'options de traitement. Les procédures sont assez longues, assez complexes. Les médecins ne savent pas forcément exactement comment approcher la procédure. Et surtout, les résultats à long terme sont pas forcément très bons. Et donc l'histoire de Volta, donc ça c'est le contexte de Volta, et ce qui est en fait, avant que moi je rentre dans l'histoire, mes 3 associés médecins s'étaient beaucoup intéressés à la question de CFA persistante et avaient beaucoup publié sur une technique sur mesure qui consiste à analyser des données eux-mêmes avec leurs yeux pendant la procédure et à déterminer des cibles dans les oreillettes par cette technique-là. Donc en fait, concrètement, ce que vous avez au bloc opératoire en tant que médecin, vous voyez un écran où défilent des signaux électriques qui sont mesurés dans le cœur et un écran où vous avez un système de navigation 3D. Donc là, en l'occurrence, vous voyez un petit cathéter en bleu qui se balade dans l'oreillette gauche d'un patient. Et à mesure qu'on déplace le cathéter où il y a des électrodes dessus, on mesure des signaux en blanc. Donc en fait, les signaux blancs, c'est les signaux qui sont mesurés en temps réel par la petit balai là, en bleu qui est dans l'oreille gauche. Et les signaux verts sont mesurés par un autre cathéter qui, lui, est inséré de façon standard dans le sinus coronaire. Voilà. Et donc, ils avaient développé une technique qui leur permettait, en analysant en temps réel avec leurs yeux ces signaux blancs, de déterminer les zones à traiter. Et ils avaient déjà démontré dans une série de patients non randomisés prospectifs chez eux qu'ils avaient des résultats très très prometteurs chez des patients très complexes, chez une population de patients très malades. Et donc moi je suis arrivé dans ce contexte-là, j'y connaissais absolument rien. En fait j'ai vu une annonce dans un groupe de l'école polytechnique, j'étais étudiant, j'ai répondu à l'annonce parce que le projet me plaisait beaucoup. Je suis arrivé à Marseille, ville que je connaissais pas non plus. Je suis tombé amoureux de Marseille et je suis arrivé au bloc opératoire littéralement le 2e jour de mon arrivée. Donc ils m'ont tout de suite emmené au bloc opératoire et ça a été un peu un coup de foudre à la fois humain et aussi un coup de foudre par rapport au projet, l'ambition du projet et aussi évidemment le côté vertueux de ce qu'on cherchait à faire. Et donc ça a commencé comme ça et le but pour moi c'est de développer un premier prototype pour en fait reproduire ce qu'ils faisaient avec leurs yeux mais avec une machine, sachant qu'il y avait eu beaucoup d'échecs avec ce type d'approche dans le milieu. Il y avait déjà eu beaucoup d'échecs qui étaient liés à la non-reproductibilité de la technique. Et donc l'idée c'était de créer un algo qui allait pouvoir reproduire ce qu'ils faisaient avec leurs yeux pour rendre la technique reproductible. Donc au début c'était plutôt un projet de recherche. Donc du coup j'ai fait mon stage de recherche dans l'entreprise dans laquelle j'avais un mandat de directeur général, ce qui était assez cocasse, puisque j'étais stagiaire et directeur général. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et tout ça pour aboutir. Donc il y a eu vraiment une confrontation. Je dis une confrontation, mais c'est une collaboration, mais quand même une confrontation entre 2 mondes, le monde de la médecine et le monde de l'ingénieur. Et on a vraiment eu une approche itérative où on a travaillé de façon très étroite. Moi, littéralement, je travaillais dans le bureau de Ritmo de Saint-Jean toute la journée. Donc j'allais à Saint-Jean. Et je codais à Saint-Jean, quoi. Et tout ça pour aboutir à un premier prototype qu'on a testé au bloc opératoire dans le cadre d'une étude clinique, dont vous voyez l'interface en haut. Alors ne vous moquez pas, qui est plutôt une interface type Windows 98, mais qui avait des résultats qui étaient quand même déjà assez bons. Donc ça a été assez prometteur.
Et en fait, sur ce projet qui au départ était plutôt un projet de recherche, s'est rapidement développé un projet entrepreneurial. Et tout ça, ça nous a conduit évidemment à recruter pas mal de monde. Donc évidemment des ingénieurs, donc des développeurs, des ingénieurs qualité, des ingénieurs réglementaires, des ingénieurs aux affaires cliniques, et puis aussi des personnes plutôt administratives, financières, et beaucoup plus récemment des commerciaux. Donc voilà, avec un tropisme qui était très rapidement un tropisme européano-américain. On s'est très rapidement tourné vers les États-Unis. Ça a été facilité par le fait que, comme je le disais, un de mes trois associés est franco-américain, habite aux États-Unis, médecin là-bas, et donc ça nous a ouvert des portes et on a tout de suite eu en fait cette connexion qui nous a beaucoup aidé à avoir selon moi, je pense, le bon mindset dès le début, puisque je vais en parler par la suite. Pour moi, c'est une dimension fondamentale du passage à l'échelle. Une dimension fondamentale, c'est les États-Unis et avoir un tropisme américain. Et donc aujourd'hui, donc Volta, on est une centaine de collaborateurs. Notre siège est à Marseille. On a environ 80 à Marseille, une vingtaine aux États-Unis. On a une filiale aux États-Unis. On a levé 90 millions d'euros, un peu plus. Notre dispositif est marqué CE et FDA Clear depuis 2020. Et surtout, il a fait l'objet de nombreuses études cliniques, dont 2 grandes études cliniques. Donc on a vraiment investi assez massivement dans des études cliniques, dont 2 études cliniques. Une étude clinique randomisée qui est parue dans Nature Medicine et une étude clinique qui vient de paraître dans Heart Rhythm Journal il y a 3 semaines. Donc deux grosses études cliniques transatlantiques dont je vous reparlerai. Et suite à ces études cliniques et à ces résultats, là on amorce en fait le virage commercial de la société qui de très loin est le virage le plus complexe. Le plus complexe, c'est aussi qu'il voilà, y a beaucoup de défis, ça pose beaucoup de défis, mais c'est aussi extrêmement intéressant. Donc on est en plein dans ce virage-là. Ça fait depuis 1 an et demi qu'on commercialise maintenant le dispositif. Enfin, on va dire qu'on commercialise activement le dispositif après avoir beaucoup investi en recherche en développement et en validation clinique. Et on continue aujourd'hui à investir beaucoup en recherche parce que l'histoire n'est pas terminée et on considère que nos résultats ne sont pas suffisants. Enfin, pas encore satisfaisants. Donc, si maintenant je vais juste rapidement vous parler de notre produit aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, là où on en est aussi cliniquement, avant d'amorcer un peu les 2 dimensions dont je voulais parler aujourd'hui, qui sont le tropisme américain, l'écosystème américain, l'importance de cet écosystème pour l'innovation, et deuxièmement, la difficulté à construire vraiment des acteurs de la donnée, des acteurs de l'IA, dans un monde des dispositifs médicaux qui est un monde extrêmement moyenâgeux. Non pas qu'il n'y ait pas de volonté de le transformer, mais il y a des barrières pour le transformer qui sont immenses. Et donc c'est un peu le deuxième axe dont je vais vous parler. Mais avant ça, donc quelques mots encore sur ce qu'on fait chez Volta. Donc notre produit a beaucoup évolué, on a beaucoup apporté de nouvelles features à notre produit au cours des années, notamment très récemment, on a une nouvelle version qui vient de sortir. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est très différent. Ça vient en rupture totale par rapport à l'industrie classique des dispositifs médicaux, puisque l'industrie des dispositifs médicaux, elle repose aujourd'hui économiquement sur la vente de dispositifs médicaux à usage unique. En tout cas, c'est le cas très fortement pour la rythmologie cardiaque. Toute l'économie repose sur la vente de dispositifs médicaux à usage unique. Et généralement, on développe un nouveau cathéter, il est magnifique, on fait une campagne marketing magnifique sur ce cathéter, on lance en grande pompe le cathéter, et en gros, après, il y a une sorte d'érosion du prix au cours du temps. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire commencer petit et apporter au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités, et à mesure qu'on apporte de nouvelles fonctionnalités, améliorer la valeur, augmenter la validation clinique, augmenter, et aussi augmenter le prix. Et donc ça, c'est un enjeu en termes de business qui est déjà considérable en lui-même. C'est est-ce qu'il est possible d'envisager un modèle qui est radicalement différent
et qui n'est pas, voilà, je lance quelque chose, ensuite j'ai une érosion, mais je lance quelque chose peut-être avec un prix inférieur à ce que je veux à terme, et j'essaie de faire croître la valeur et le prix de mon dispositif. Donc voilà, et toutes ces nouvelles fonctionnalités, elles sont permises par le développement d'un écosystème de collecte et d'annotation de données qui nous a permis de collecter une grosse base de données sur laquelle on entraîne et on valide nos algorithmes, et je vais en reparler un peu plus tard. Donc voilà, le dispositif c'est tout simple, il se connecte à des dispositifs existants du bloc opératoire, ce qui pose des enjeux énormes d'interopérabilité, puisqu'il y a plein de constructeurs différents, il y a plein de machines différentes. Les constructeurs sont des énormes constructeurs américains qui n'en ont rien à faire d'une petite start-up du fin fond de Marseille, qui est non seulement dans un pays qui voilà, qui est la France, mais en plus dans une ville qui est une ville de mafia. Donc je vous laisse imaginer pour négocier avec les Américains. Mais on finit par y arriver et donc à avoir les bonnes connexions pour pouvoir connecter notre dispositif. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'en temps réel, donc comme vous l'avez vu précédemment, donc le médecin déplace son cathéter dans les oreillettes du patient. Et à mesure qu'il déplace son cathéter, notre dispositif analyse en temps réel les électrogrammes, donc les signaux qui sont mesurés par ce cathéter, et va tout simplement déterminer si la région sous-jacente est une région d'intérêt ou pas. Et ça permet de faire une carte haute densité des oreillettes et d'avoir une cartographie séquentielle des oreillettes où on va dire, bon voilà, ça c'est une région d'intérêt, ça c'est pas une région d'intérêt, et à la fin on a une carte biatriale du patient. Voilà. Avec ce dispositif, comme je l'ai dit, on a fait des gros investissements en études cliniques, dont 2 grosses études. Une étude clinique randomisée dans 5 pays avec 26 centres, donc une très grande étude aux États-Unis et en Europe, où on a comparé le standard of care avec Volta, enfin avec une approche qui est guidée par Volta pour l'ablation, et pour lesquels on a eu une différence de succès à long terme assez historique. Donc vous voyez 18% de différence en termes de taux de succès chez des patients en FA persistante à long terme. Et donc voilà, ces résultats sont parus dans Nature Medicine l'an dernier, en 2025. Donc ça, c'était la première grosse étude, qui est un peu notre étude phare, qui s'appelle TAYLOR-DF. Et depuis, on a... Alors, non seulement on a fait des sous-analyses de cette grande étude qui nous ont permis de comprendre nous-mêmes quel était notre bénéfice. Et en fait, on a compris que plus les patients étaient compliqués, meilleur le bénéfice était. Donc en fait, une approche standardisée qui est l'approche actuelle, qui consiste à ablater toujours au même endroit, plus les patients sont complexes, moins bon est le taux de succès. Désolé pour cette syntaxe absolument horrible. Et nous, en fait, on a les mêmes taux de succès, quels que soient les patients. Et donc, l'écart se creuse avec la complexité du patient. En fait, ça, c'est ce qu'on a compris nous-mêmes. Et donc, en résumé, si vous êtes un patient en FA persistante de longue durée, il faut avoir Volta. Si vous êtes une femme, il faut avoir une ablation avec Volta. Et il est probable que ce soit le cas aussi si vous faites de l'insuffisance cardiaque et de la fibrillation atriale. Donc ça, c'est les populations de patients qui sont cibles, et c'est chez ces patients-là qu'on a le meilleur gain en efficacité. Et notre deuxième étude, donc, qui s'appelle Restart, est une étude chez qui on s'est intéressé aux patients qui reviennent pour une deuxième ablation. Donc c'est des récurrences de fibrillation atriale. Et là, on ne pouvait pas avoir de randomisation, mais on a des taux de succès à long terme aussi qui sont vraiment historiques par rapport aux taux qui ont été publiés dans la littérature. Et donc, après ces études, comme je vous le disais, on a amorcé un effort de commercialisation. Aujourd'hui, on est présent dans une quinzaine de centres en Europe, en France et en Allemagne principalement, et aux États-Unis dans une vingtaine de centres. En 2025, les médecins ont traité 2400 patients avec notre dispositif. Donc c'est vraiment un chiffre dont on est très fiers. C'est ce qui nous fait nous lever le matin, avec un focus sur le marché américain. On concentre nos efforts de façon très 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 large sur le marché américain. Pour vous donner un ordre de grandeur, on investit environ 1 million d'euros par an dans notre force commerciale en Europe,
et on investit 5 millions de dollars, donc un peu moins en euros, par an dans notre force commerciale aux États-Unis. Et donc, je vais vous en parler plus en détail. Donc, pourquoi est-ce que je pense que aujourd'hui, le passage à l'échelle d'une innovation numérique en santé, si on veut que ce soit un passage à l'échelle globale, l'écosystème américain est important. Alors, vous trouverez des exceptions, et d'ailleurs, on pourra en parler, mais globalement, si on regarde tous les dispositifs médicaux qui sont aujourd'hui devenus des standards of care, je ne sais même pas comment dire en français, des standards du soin, et ben, ils ont connu une forme de succès aux États-Unis. Je roule en Kangoo, donc pas de... Voilà. Alors j'essaie d'analyser un peu, donc ça c'est ma propre analyse, mais j'essaie d'analyser pourquoi c'était le cas. Alors on entend souvent parler, et je pense que c'est vrai, on entend souvent parler de différences culturelles, de différences de mindset, de la barrière de la langue, l'anglais qui est vraiment la langue du business, etc., etc. Je pense qu'il y a un facteur qui est prépondérant et qui est un facteur qui est beaucoup plus évident, beaucoup plus mesurable, beaucoup plus lisible, beaucoup plus objectif, et c'est le facteur du marché. Pour moi, le marché, c'est la raison prépondérante qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis sont une étape incontournable du succès d'une medtech dans le monde. Et ça s'explique puisque la gouvernance d'une start-up de la santé, donc dans la santé, on a besoin de lever énormément de capitaux. C'est très difficile de faire quoi que ce soit quand on a levé moins de 50 millions, en gros. Hein. La plupart des startups qui arrivent au break-even, je crois que la moyenne, elles ont levé 150 millions. Donc pour arriver à juste être rentable, la moyenne des startups qui développent des dispositifs médicaux, elles lèvent 150 millions. Donc quand on lève 150 millions, la gouvernance de l'entreprise, évidemment, est complètement altérée. Et la gouvernance de l'entreprise, elle va à des fonds de capital risque. Donc voilà. Donc du coup, la première chose, c'est comment est pilotée l'entreprise. L'entreprise est pilotée globalement par des fonds de capital risque. Ça, c'est la première chose. Que veulent les fonds de capital risque? Ils veulent un retour sur investissement. Donc, quels sont les stakeholders qui les intéressent le plus? Enfin, à qui ils obéissent, entre guillemets? Ils obéissent aux banquiers qui peuvent éventuellement les aider à faire une belle introduction en bourse. Et ils obéissent, quand je dis obéissent, j'exagère, hein, évidemment, comme moi j'obéis à mes actionnaires. Donc ils obéissent aux banquiers et ils obéissent aux industriels qui sont en mesure de racheter la start-up. Il y a deux éventualités. Il y a deux éventualités de sortie successful. Il y a la première, c'est l'introduction en bourse, et l'autre, c'est le rachat par une société plus grosse. À qui ces acteurs-là obéissent? Ils obéissent au marché. Et donc là, j'ai des exemples très concrets. En rythmologie cardiaque, les CEO de business unit, donc le CEO de Johnson & Johnson EP, qui est le leader du marché de la rythmologie cardiaque, qui s'appelle... bon bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Et ben, lui, en fait, c'est intéressant parce que leur organigramme en dit très long. Tous les marchés qui sont hors US, ils sont gérés à des directeurs de sales Europe, directeurs de sales Western Europe, directeurs de sales Japon, Asie. Par contre, les États-Unis sont gérés directement par le CEO de la business unit. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans un centre aux États-Unis, chez un grand compte aux États-Unis, c'est le CEO de la business unit qui est directement responsable. Et donc, ça fait que ces clients, ces grands clients américains, ils ont une voix qui est largement plus prépondérante auprès de ces acteurs-là. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Quels sont les influenceurs du marché? Il y a deux gros influenceurs du marché. Il y a les payeurs. Ça, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Donc, les systèmes de remboursement. Les systèmes de remboursement, c'est l'acteur qui va orienter le marché de façon principale. Et deuxièmement, il y a les clients. Les clients aussi suivent un peu la structure de paiement et la manière dont les procédures sont payées. Mais évidemment, il y a aussi la pratique médicale, la culture des médecins, voilà, la manière dont ils travaillent. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment les deux influenceurs. Et donc j'en viens au point suivant. Alors, pourquoi les organigrammes de ces gros industriels sont organisés comme ça? Pourquoi le CEO
de Johnson & Johnson EP ou de Abbott EP est en direct sur le marché américain. Pourquoi ? Parce que c'est très simple, si on regarde la partie payeur, ça c'est le remboursement d'une procédure d'ablation de l'AFA, c'est ce que l'hôpital reçoit pour une procédure d'ablation de l'AFA dans différents pays. Donc à gauche, les États-Unis, c'est entre 26 et 29 000 dollars, entre 26 et 29 000 dollars, et en plus ça augmente tous les ans, donc entre 26, et en France, on est aux alentours de 7 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a un facteur plus de 3 entre la moyenne du remboursement de cette procédure, qui est la même procédure en Europe, et la procédure aux États-Unis. Et en fait, même si les coûts sont plus importants, admettons que les coûts aux États-Unis soient 2 fois plus importants, donc si les coûts étaient les mêmes, la marge serait 3 fois supérieure, mais comme les coûts ne sont même pas 3 fois supérieurs, ils sont plutôt 2 fois plus supérieurs, la marge est plus que 3 fois supérieure. Donc en fait, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que même à volume égal, même à volume de centre égal, c'est au moins 4 fois plus important. Donc déjà, donc voilà, donc ça c'est un point important. Donc qu'est-ce que ça engendre sur la slide ? Ça engendre que sur la partie marché, quelle que soit la medtech dont on parle, le US market est prépondérant. Et en fait, les exceptions à ce que je dis sont généralement des entreprises qui ont reçu un remboursement complémentaire ou un remboursement différenciant dans d'autres marchés. Par exemple, je parlais avec Arnaud Rosier de Implicity il y a 2 semaines. Implicity a reçu un remboursement dédié. Alors je ne sais pas si c'est à leur dispositif ou au type de leur dispositif. Peut-être Patrick, tu en sais mieux que moi, mais ils ont un remboursement dédié en France. Et donc le marché français est devenu le marché principal, en tout cas à court terme. Et donc voilà, ils peuvent se concentrer pour l'instant sur le marché français. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Et donc le marché américain est très important. La deuxième dimension, enfin la deuxième chose importante, mais là je vais enfoncer des portes ouvertes parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus débattu dans le débat public, c'est évidemment la capacité de financement et notamment les fonds de capital risque qui sont évidemment beaucoup plus gros aux États-Unis. Alors là, ça c'est une comparaison, c'est des données qui malheureusement s'arrêtent en 2022. Je pense que l'écart s'est affaibli les années d'après. Et qui compare l'Europe et les États-Unis, sachant qu'en France, on a quand même un écosystème de financement en early stage qui est très bon, mais même sur les gros tickets, on a des fonds de capitaux, on a quelques gros fonds de capital risque. Les plus gros fonds de capital risque sont français en fait. C'est Sofinnova et Andera Partners pour les dispositifs médicaux. Donc en France, on est quand même bien loti, mais malgré tout, il y a un facteur 10 entre les montants investis chaque année par les fonds de capitaux risque américains et les fonds de capital risque européens. Et donc ça engendre que non seulement non seulement le marché américain est prépondérant dans l'équation, mais les acteurs eux-mêmes du financement sont américains. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire comme les États-Unis. Je suis juste en train de dire que le marché américain est prépondérant. Alors, vient s'ajouter à ça une autre complexité qui est que non seulement le marché européen, il y a des niveaux de remboursement qui sont plus faibles, mais en plus, c'est un marché qui est fragmenté. Il y a une seule autorisation de mise sur le marché, qui est le marquage CE, mais ensuite, derrière, les acheteurs sont tous différents. Les systèmes de remboursement chaque pays a son système de remboursement avec sa langue, avec son système, etc., etc. Donc ça en fait un marché fragmenté, un marché qui n'est pas uni. Donc en fait, on a d'un côté un marché uni avec des niveaux de paiement qui sont élevés, et de l'autre un marché fragmenté avec des niveaux de paiement qui sont plus bas. Donc en fait, si on voulait, selon moi, en ce qui concerne là j'ai juste pris le prisme vraiment de la FA. Donc je pense que ça ne s'applique pas à toutes les procédures évidemment. Mais si l'Europe voulait rentrer en compétition, enfin voulait pouvoir concurrencer les États-Unis, il faudrait à minima largement augmenter le paiement des actes. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut le faire. Le système de santé américain est un système extrêmement onéreux pour les Américains et très peu efficient. Donc finalement, en termes d'efficience, je pense qu'on est probablement mieux loti. Donc
là, c'est vraiment la perspective, uniquement une perspective économique. C'est une perspective industrielle qui dit si on voulait que les acteurs de la medtech européenne s'intéressent à l'Europe et qu'on donne une chance aux acteurs de la medtech européenne pour rester européens et rester ancrés en Europe, c'est ça qu'il faudrait faire d'un point de vue purement économique. Maintenant, est-ce qu'il faudrait faire ça d'un point de vue systémique, d'un point de vue de la société? Si vous voulez mon avis, je ne pense pas. Parce que je ne sais pas, de un, s'il faut qu'on paye ce prix-là, et je ne sais même pas si on peut se le payer, surtout en ce moment. Bon, bref. Mais toujours est-il que ça a une incidence évidente sur une start-up et sur la construction d'une start-up. Et en l'occurrence, chez Volta, la moitié de mon management, la moitié du management est américain. Mon directeur médical est franco-américain, il est basé aux États-Unis. Mon directeur marketing est américain, mon directeur des ventes est américain. Et récemment, maintenant, mon directeur financier qui était américain est britannique. Mais a en fait eu une expérience extraordinaire où en fait il a mené une spin-off de Oxford qui s'appelle Organox. Il a eu une trajectoire un peu similaire à Volta. Où Organox, c'est une entreprise qui fait de la transplantation d'organes. C'est une spin-off de l'université d'Oxford, donc avec énormément de recherche. Et ils ont vraiment, maintenant ils sont pas encore leaders du marché, mais c'est une entreprise aujourd'hui extrêmement rentable qui vraiment est une entreprise à gros succès. Et ils sont passés par un succès majeur aux États-Unis. Donc voilà, et le président de notre conseil d'administration, Bill Hoffman, est aussi américain, californien. Donc voilà, donc on a vraiment une hybridation de l'entreprise. Et je pense que c'est pas possible, c'est très compliqué en tout cas, d'être une entreprise franco-française qui s'exporte aux États-Unis. Oui, elle est française. Elle est, dans les papiers, elle est française, mais dans la culture, on l'a construit quand même vraiment comme une entreprise franco-américaine avec un management hybride on s'américanise d'une certaine manière. Moi, si je veux lever des fonds auprès d'investisseurs américains, il faut comprendre une blague de baseball, quoi. Sinon, c'est raté, quoi. Voilà. Mais enfin voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une hybridation de la culture qui s'est faite. Et je pense que ça a participé en tout cas au fait qu'on existe encore aujourd'hui et qu'on est bien portant et qu'on a les financements qu'il faut pour continuer l'aventure et continuer les développements. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une condition sine qua non pour préserver son intégrité, c'est-à-dire pour préserver son siège en France. Sans ça, c'est compliqué de garder son siège en France parce que aujourd'hui, le contrôle de Volta, il est déjà franco-américain. Mais parce qu'on a un management hybride, il n'y a pas de raison de changer le siège. Il n'y a aucune raison. Parce qu'en fait, on jouit aussi des nombreux avantages que proposent la France et l'Europe, et je vais en parler. Donc la deuxième dimension dont je voulais parler, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais... Super. Alors, la deuxième dimension dont je voulais parler, c'est beaucoup plus technique, mais ça me paraissait quand même intéressant d'aborder cette dimension technique par rapport à la question du passage à l'échelle, notamment de l'IA, ou des données en santé. Et c'est comment est-ce qu'on sort du Moyen-Âge. Donc là, ce que vous voyez, c'est une photo d'un bloc opératoire, c'est une photo d'un EpiLab, d'un bloc opératoire de rythmologie cardiaque. Et en fait, ce que vous voyez, donc en fait, on imagine, quand on imagine la santé de demain, quand on voit des magazines de Science et Vie Junior, le bloc opératoire de demain, c'est un bloc opératoire où il y a tous les en fait, où toutes les données sont connectées, c'est tous le même système, on arrive à récupérer les données d'un patient, on connaît les données épidémiologiques, on connaît les données procédurales, on connaît les données de sa famille, on sait d'où il vient, on connaît sa génétique, etc. Et en fait, ce monde-là, où tous les systèmes sont connectés et c'est tous les mêmes systèmes et ils arrivent à super bien se parler, c'est un monde difficile. Pourquoi ? Parce que par nécessité, il est impossible qu'un bloc opératoire soit entièrement géré par le même fabricant. C'est impossible. Pour Volta, c'est-à-dire pour développer un logiciel dans la fibrillation atriale persistante, donc un truc ultra niche, il faut lever 150 millions. Donc en fait, ça veut dire que pour chaque machine, pour bien faire les choses, pour chaque petite machine, il faut des investissements colossaux, il faut des développements colossaux. Et donc par essence,
le bloc opératoire et les systèmes de santé sont amenés à des systèmes qui sont fragmentés, c'est-à-dire des systèmes où il y a différents constructeurs qui ont fait différents investissements. Et donc, comment sortir de ce Moyen-Âge? La seule possibilité, c'est d'accepter le fait qu'il n'y aura pas un leader maxima qui va tout maîtriser, qui va tout comprendre, et de dire il y a plusieurs constructeurs. Par contre, il faut que ces constructeurs ils se parlent. Et c'est ce qui s'est passé déjà. Dans l'imagerie médicale. Dans l'imagerie médicale, il y a énormément de big players. Il y a aussi beaucoup de startups, de plus petits acteurs. Et il y a des formats communs qui se sont développés, comme le format DICOM, qui permet d'échanger des données, d'échanger des images, de communiquer entre les différentes machines au bloc opératoire. Ça permet aussi à des bases de données de se créer. Donc aujourd'hui, si par exemple vous voulez avoir 10 000 radios, il y a des acteurs spécialisés dans les bases de données. Vous faites en gros une requête en ligne et dans 10 jours, vous avez 10 000 radios. Ça va vous coûter un peu d'argent, mais vous aurez 10 000 radios. Vous pouvez même dire 10 000 radios d'Allemands de tel âge à tel âge et de Japonais. Voilà, vous allez les avoir. La rythmologie cardiaque, et je pense énormément d'autres domaines en médecine, ne sont pas du tout là. Le niveau de maturité est beaucoup plus faible, notamment parce que la digitalisation est beaucoup plus récente. Les premières ablations de fibrillation atriale, c'est les années 90. Donc en gros, la rythmologie cardiaque interventionnelle, enfin l'ablation par cathéter, ça a une trentaine d'années vraiment. Et donc, il y a 25 ans de maturation digitale, comparé à 50 plus années de maturation digitale dans l'imagerie. Et donc aujourd'hui, en rythmologie cardiaque, il y a énormément de fabricants avec énormément de hardware différents, avec pas de standard de données, des données qui sont enregistrées sur des disques durs, qui eux-mêmes sont stockés dans des armoires, véritablement, dans des caves au fin fond des hôpitaux, mais c'est vrai, hein, et personne ne sait où sont les données, quoi. Donc voilà. Et donc pour ça, je vais sauter tout ça. Pour ça, nous, on a développé notre propre infrastructure et notre propre plateforme pour collecter et annoter des données du bloc opératoire. Donc ça, c'est en fait l'ensemble des étapes qu'on a identifiées pour collecter des données du bloc opératoire. Et on a essayé de développer une plateforme pour simplifier ces tâches-là. Donc là, c'est une slide un peu marketing, mais cette plateforme s'appelle le Voltaplex. Et je vais vous montrer après une vidéo. Le but, c'est une plateforme qui arrive en différents morceaux et qui permet, qui va vraiment être le centre névralgique de tout Volta, autour desquels tous nos projets de développement vont tourner. Donc il y a 3 composantes principales de cette plateforme. Il y a une composante au bloc opératoire qui marche sur un iPad ou sur un téléphone, où le médecin ou le staff va pouvoir annoter des événements majeurs qui se produisent pendant la procédure. Et ensuite, il y a la plus grosse partie qui se fait a posteriori, sur une plateforme web sur le cloud, et on va pouvoir avoir des ingénieurs, des médecins, différents types de profils qui vont se loguer. En fonction des profils, ils vont avoir différents types de droits sur les données. Et donc ça va aussi nous permettre de renforcer l'aspect réglementaire, de renforcer la protection des données et d'être compliant, d'être observant par rapport à la réglementation. Et donc ça nous permet, une fois qu'on a de collecter et d'annoter des données, donc je vais rapidement vous montrer une vidéo. Donc en fait, quand on arrive sur la plateforme, on a un sorte de dashboard avec un récapitulatif des données qu'on a. Et ensuite, on a toutes les listes de procédures. On peut rentrer dans chacune des procédures qui sont pseudonymisées. Et là, on a l'ensemble des capacités d'un système de navigation et d'un système d'enregistrement. Et en gros, on peut naviguer vraiment tout au long de la procédure et faire des annotations complexes. Et à partir de ça, nous, on va entraîner nos algos, les valider, et on peut par exemple mesurer la variabilité interopérateur. Donc on peut demander à 2 médecins d'ablater virtuellement le même patient et de voir quels sont les choix qui sont faits et de regarder quelle est la variabilité et de comparer ça à un algo. Donc en fait, on peut faire plein de choses, quoi. Oula, là ça a explosé là. Voilà. Je pense que là c'est peut-être au niveau. Voilà. Et donc grâce à cette plateforme, on est parti d'un dispositif qui est plutôt simple, qui est encore le dispositif qui est aujourd'hui sur le marché, parce que nous, on a un écart en gros de 2 ans entre ce qu'on a dans nos cartons en innovation et ce qui est sur le marché.
Et donc on est parti de là et aujourd'hui on manipule des données 3D, enfin voilà, on a des projets beaucoup plus complexes. Et ça c'est permis par des ingénieurs ultra talentueux et un écosystème qu'on ne trouve qu'en Europe. Et donc je vais terminer sur une note quand même positive, qui est que, donc déjà je vais faire de la pub pour Marseille, mais qui est qu'en France, à Marseille en particulier, on a un écosystème de financement de l'innovation et on a des talents qu'on ne trouve pas aux États-Unis. Et donc, c'est l'endroit, l'Europe, et je pense particulièrement la France, c'est un endroit idéal pour développer une entreprise innovante et la maintenir en Europe. Je pense que le modèle, c'est de développer et de créer son entreprise en Europe. C'est là où on peut avoir la meilleure idéation de projet, c'est là où on peut avoir le meilleur développement, c'est là où on peut avoir la meilleure validation. Je ne parle pas seulement de validation technique, je parle aussi de validation clinique, parce qu'on a des cliniciens qui sont au-dessus du lot, et qui sont largement au-dessus du lot, en France particulièrement, sans vouloir être chauvin. Et donc c'est un écosystème qui est extraordinaire pour lancer des projets et même les garder pour peu qu'on arrive à avoir un tropisme américain. Et c'est un peu ma conclusion, c'est qu'une start-up française de la medtech, elle peut passer à l'échelle à condition de, utiliser l'écosystème français, européen, qui est favorable à l'innovation, le développement et la validation de dispositifs médicaux numériques, et d'être résolument tourné vers le marché américain et les acteurs financiers américains, ce qui passe, je pense, pour que ça marche vraiment, par une hybridation un peu de la culture d'entreprise. Et le deuxième sujet, c'est que ce passage à l'échelle, il passe aussi par un travail de fond d'harmonisation des flux de données entre les acteurs qui sont très hétérogènes. Et je parle... Là, je parle en tant que start-up, mais je suis sûr que pour la PHP, pour Ramsay, c'est des enjeux qui sont aussi énormes de savoir comment on gère toutes ces données et comment on les harmonise. Donc voilà. Merci beaucoup. C'était la saga Volta et ça se termine bien en fait. Ça se termine en France convenablement. Je vais tout de suite laisser la parole à nos deux intervenants. Je ne sais pas lequel des deux souhaite réagir en premier pour avoir vos réactions par rapport à cette histoire absolument extraordinaire. Eh ben merci, très honoré d'être parmi vous pour pouvoir discuter, effectivement, j'allais dire un peu pour faire une analogie de cuisine, pour parler fusion, c'est-à-dire à la fois entre ingénieurs, cliniciens, et puis pour faire un résumé en une petite phrase, j'allais dire, et vulgariser, j'allais dire, le propos. Je dirais que c'est simple. L'arythmie, c'est quasiment 1 million de personnes en France. Quand vous avez une arythmie, vous prenez votre traitement anticoagulant, vous pouvez faire un AVC, vous ne le prenez pas, vous pouvez faire un AVC, et là, avec Volta, vous pouvez être guéri. Pourquoi ? Parce que vous avez le GPS qui vous permet une frappe chirurgicale pour le cardiologue. Alors, au-delà de ça, finalement, on pourrait se dire, avec cette belle saga, Volta aurait pu se dire, j'ai trouvé une bonne idée et s'arrêter là. Et en disant, mais maintenant, il me faut un financement. Mais maintenant, finalement, pourquoi investir dans les études ? J'ai une bonne idée, j'ai trouvé des bons résultats préliminaires. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est deux choses. La première, c'est d'emblée cette réflexion en disant, pour passer à l'échelle, il faut avoir deux barreaux, deux montants. Un montant qui va être le montant entrepreneurial, ingénierie, et un montant qui va être celui qui va déterminer l'usage, qui est un montant clinique. Et je crois que ça, c'est extrêmement important pour ne pas rester dans la bonne idée, mais qui verra jamais le jour, parce que celui qui doit avoir l'intérêt, c'est le patient, bien sûr, et le clinicien à travers l'impact sur son patient. Et la deuxième chose, c'est, on voit dans une échelle qui fait une échelle, c'est pas que les deux montants, c'est tous les barreaux qu'il y a à gravir. Et de se dire qu'il faut en permanence gravir des barreaux. Et exactement comme tu l'as dit, le coup du virage, où on sent qu'il y a eu beaucoup de virages pour arriver à cet élément-là, et que l'idée dans Volta, moi ce que j'en comprends, c'est que ça n'a pas été de se dire maintenant ayons un financement public et puis sur la bonne tête ça va marcher, mais continuons à la fois à innover, et puis surtout, j'ai bien aimé ce terme-là parce que dans toutes les startups que nous on voit, c'est vraiment un souci, c'est mettons de l'argent pour investir dans la recherche. Parce que ce qui va faire la transformation et surtout la diffusion, c'est deux choses. C'est la preuve clinique que ça marche. Et la deuxième chose, et tu l'as un peu dit à travers le côté américain, c'est les recommandations. Alors nous, on a la chance d'avoir l'Académie de médecine avec nous pour nous aider à donner des recommandations. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, du fait des éléments d'assurance, ils vont être extrêmement stricts sur ce montant-là. Et puis,
ils ont la possibilité d'investir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un modèle différent. Nous, on est dans la solidarité nationale, et c'est très bien, il faut s'en enorgueillir. Et c'est vrai que eux, l'idée, c'est que le patient paye ce qu'il faut. Et c'est totalement différent. Et donc, encore une fois, bravo d'être dans ces deux mondes. Bonsoir à tous. J'essaie de voir ce que je vais bien pouvoir dire. Non, mais merci beaucoup du témoignage, je trouve, qui est très intéressant parce qu'il est venu éclairer, je pense que c'est ce que tu voulais, Étienne, cette question de la place du marché américain dans les stratégies de croissance de start-up. Je trouve que c'est une des grandes questions qu'on a un peu tous. Et on a un peu l'impression, et sous votre contrôle, Théophile, que une start-up en France, ça commence par se dire que ça voudrait pouvoir grandir en France. Et après, là, il y a un premier embranchement, quoi. Il y a ceux qui essaient de continuer à essayer de grandir en France, avec un succès qui est parfois relatif. Et puis ceux qui sont rapidement aspirés par le marché américain, pour les raisons que vous avez dites et qui sont évidentes. Et ce qui est frappant dans l'histoire que vous racontez, c'est qu'au fond, ce passage par les États-Unis, vous l'avez pas simplement fait, vous l'avez réfléchi, construit. Vous n'avez pas été aspiré, vous y êtes allé et vous avez pensé, me semble-t-il, à l'entreprise pour qu'elle soit vraiment franco-américaine et avoir ce pied de chaque côté. Et je pense que ça, c'est une histoire intéressante parce qu'aujourd'hui, on a parfois l'impression, encore une fois, que dans ces deux branches-là, on est pris dans une espèce de déchirement. Je pense qu'on voit tous très bien que le marché américain, il a des caractéristiques particulières que vous avez rappelées. La première, mais je parle sous le contrôle de M. Couillard ici présent, c'est qu'il dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et il faut se dire une chose, le marché américain, qui est le marché leader, il est anormal. Je veux dire, il arrive à engager des sommes qui sont, à un certain moment, sont quasiment décorrélées de ses performances réelles. Et on doit tous vivre avec ça. Et on doit doublement vivre avec ça, avec le fait que d'une part, au fond, il y a presque plus de rationnel dans les sommes engagées aux États-Unis, ce qui est évidemment un problème en termes de politique publique. Puis de l'autre côté, comme ces sommes sont engagées, il y a une attraction économique qui est absolument majeure, quoi. Et je pense que ça nous impose, en un sens, de réfléchir comme vous l'avez fait, c'est-à-dire, point de vue purement pragmatique, il faut regarder ce marché-là, il faut le viser, il faut réfléchir, il faut y aller. Et en même temps, il faut le faire en se disant qu'on a vocation, par là, à grandir, à franchir les étapes, mais à être capable éventuellement de poursuivre le développement en France, voire en Europe. Et que cette démarche-là, on a intérêt à réussir à la construire collectivement. Je pense que c'est par ailleurs un enjeu important pour nous tous parce qu'il se trouve, et Étienne s'est moqué de mes multiples casquettes, il avait raison. Dans mes multiples casquettes, il y a y compris celle d'essayer d'accompagner les retours de chercheurs des États-Unis en France à l'heure actuelle. Et donc moi, je suis presque frappé de ce mouvement. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai des chercheurs qui quittent les États-Unis et de l'autre, j'ai des startups qui y partent. Et chacun de ces deux mouvements est rationnel, hein. Mais en même temps, voilà, il faut essayer de réfléchir et de travailler ensemble. Peut-être pour prolonger la discussion, un autre point, moi, qui m'a paru intéressant dans ce que vous disiez et que vous avez un peu moins développé et que je vois chez d'autres acteurs économiques et que je trouve intéressant, c'est ce pari de faire de la medtech à rebours des modèles medtech. Au fond, il y a deux grands modèles. Effectivement, c'est soit le DM à usage unique, soit c'est la nouvelle version encore plus chère du produit encore plus cher. Cette espèce d'approche consistant à essayer de casser ces modèles économiques en proposant des choses qui sont potentiellement beaucoup moins chères et plus performantes. Je trouve qu'il y a quelque chose autour de ça. Il y a un certain nombre de startups qui, chacune dans leur registre, explorent ces voies-là. Ça m'intéresserait de vous entendre sur comment vous avez travaillé ce modèle-là, comment vous le voyez, à quel point il est soutenable, comment vous l'avez défendu auprès des investisseurs. Parce que moi, j'ai des souvenirs de discussions entre une start-up et des investisseurs où le choix du prix pas cher était assez logiquement d'ailleurs pas un truc qu'enthousiasmait les VC. Donc comment vous construisez ce pari-là avec la montée en gamme derrière et est-ce que vous avez le sentiment que ce pari il est soutenable ? Alors c'est une excellente question qui fait l'objet de débats en conseil d'administration depuis véritablement 2 ans et demi. Donc en fait c'est la guerre en gros entre les fondateurs qui veulent, surtout les médecins qui veulent évidemment que le maximum de patients en bénéficient, que tout le monde l'utilise, etc. Et les investisseurs actionnaires qui disent oulalalala, on va se calmer. Et donc en fait c'est compliqué.
Il y a un peu deux questions, j'ai l'impression. La première, c'est le juste prix. Le juste prix, ça c'est une question, il y a plein d'angles possibles, mais globalement, pour me mettre vraiment dans la peau des investisseurs, eux, ce qu'ils vont rechercher, c'est de voir si la valorisation actuelle de la société, qui a permis les investissements qui ont été consentis, peut être soutenue par le marché potentiel de la boîte. Et donc ce marché potentiel et le prix est un facteur, un facteur premier de cette taille potentielle de marché. Il y a une relation linéaire vraiment entre le prix proposé et la taille potentielle du marché. Et cette taille potentielle du marché est indicative directement de la valorisation potentielle de l'entreprise. Et donc du coup, il ne faut surtout pas s'aborder, en fait, le navire, il ne faut surtout pas s'aborder le prix, quitte à retarder la commercialisation, quitte à refuser énormément de clients qui sont intéressés. Voilà. Mais évidemment, il y a et donc en fait, il y a une sorte de juste équilibre à trouver entre l'adoption, le time to market, l'adoption et le prix, quoi. Et donc ce juste équilibre, il est douloureux à trouver parce qu'en fait, il ne se fait que par l'expérimentation, en fait, pour des produits comme ça. Et donc on y va, on teste un prix, on se prend 5 bâches, on revient. Enfin, j'exagère. Voilà, c'est un peu ça c'est un peu la manière dont ça fonctionne. Et après, il y a la deuxième question qui est plutôt sur le modèle de prix, commencer petit et grossir. Et là, pour le coup, c'est vrai que il y a aussi des résistances qui sont beaucoup plus des résistances, je pense, culturelles de la part de ces investisseurs qui ne sont pas du tout habitués à ce genre de modèle. Et je pense qu'on arrive à les convaincre par des analogies, mais c'est pas facile. Non, mais c'est sûr que c'est des éléments qui sont compliqués. Après, moi, j'aurais tendance à dire, pour défendre la France aussi, que globalement, on a la chance d'avoir en fait des aides à la recherche qui sont quand même pas mal faites. C'est-à-dire que les premiers stades de recherche, on a des financements, on peut obtenir des choses. Nous, on a la chance d'avoir une unité de recherche clinique dans le privé qui est validée par le ministère, qui est financée par le ministère. Donc, on est très content et ça nous permet d'aider nos cliniciens à faire à peu près 1 millier d'articles par an et puis de soutenir des protocoles, mais exactement comme le fait la PHP. Après, la difficulté, c'est quand on va arriver dans le marché, là, le système de financement est différent. Et c'est vrai qu'aux États-Unis versus l'Europe, il y a un concept totalement différent. En France, vous allez avoir un paiement pour un acte qui va être l'ablation. Et puis, soit vous avez un élément très innovant, c'est payé et remboursé en plus, soit c'est dans le tarif. Et donc, la question, quand c'est dans le tarif, c'est comment vous faites rentrer un nouveau paiement dans un tarif qui est déjà très contraint. En fait, ça vous baisse votre marge. En gros, c'est ça. Et donc, la grosse difficulté pour nous, c'est d'arriver à tenir ça dans un délai. Alors que quand vous êtes aux États-Unis, les cliniques ont beaucoup d'intérêt, mais les hôpitaux publics aussi, à améliorer les taux de succès. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un deuxième séjour pour la même pathologie, par exemple dans l'insuffisance cardiaque, c'est la clinique où il a fait le premier séjour qui paiera le deuxième. Donc du coup, ils ont beaucoup d'intérêt à améliorer cette qualité. Et puis le deuxième élément, et ça c'est plus culturel, et c'est important parce qu'avec Étienne, on en parle de temps en temps de ces éléments culturels, c'est comment on arrive à exprimer la qualité des soins qu'on donne aux patients. Vous voyez, je prends par exemple nos collègues scandinaves, puisque Ramsay Santé, c'est une entreprise dans 5 pays européens, une entreprise également en Australie. Et on s'aperçoit que là-bas, quand vous êtes en Suède par exemple, le clinicien, il peut communiquer sur ses résultats et le patient, il va choisir son clinicien en fonction de l'excellence clinique dans des registres. Et donc là, tout est transparent. En France, c'est encore très secret. Et donc ma question, c'est dans le time to market, à la limite, vers quoi vous allez vous diffuser ? Est-ce que ça va être vers le côté plutôt patient ou vers le côté plutôt médecin ? Alors, j'interviens parce qu'on a un problème pratique, on a 2 micros. Ça n'a rien à voir avec la discussion, mais si on veut qu'il y ait des gens dans la salle qui posent des questions, il va falloir qu'on se partage le micro à 4 et que moi je donne le micro pour le... Voilà, donc c'est juste, excusez-moi. Cette intervention remarquable, hein, j'espère.
Alors, c'est fou parce que c'est aussi un objet de débat au conseil d'administration, de savoir si il y a une voie pour le direct to patients, donc aller vendre directement aux patients. Traditionnellement, c'est vu par l'écosystème de la medtech comme étant extrêmement onéreux d'essayer d'aller direct vers le patient et peu efficace. Donc en fait, la réaction, a priori, la réaction est plutôt pas très bonne. Et enfin, ce que je veux dire, c'est qu'a priori, la stratégie standard, c'est plutôt de passer par le praticien qui a ce savoir-faire et qui va. Donc, en plus, en rythmologie, il y a aussi l'échelon intermédiaire. En fait, il y a 3 échelons. Pour nous, il y a 3 échelons. Il y a le praticien qui va utiliser le dispositif. Il y a le cardiologue qui va référer le patient. Et il y a le patient qui va arriver chez son cardiologue qui va le référer à un centre de rythmologie. Et nous, pour l'instant, on se concentre plutôt sur le praticien lui-même et les référents autour. Mais on a lancé un programme Direct to Patient seulement aux États-Unis parce que en France, il y a des contraintes réglementaires qui sont complètement rationnelles, qui sont explicables, qui sont qu'on ne peut pas faire de la pub pour son dispositif médical. Alors qu'en fait, aux États-Unis, on peut faire de la pub, ce qui n'est pas forcément bien, mais on peut le faire. Et donc, en fait, on a fait une campagne auprès des patients. Mais je pense que, et ça c'est mon avis, que j'essaie de défendre en interne, mon avis, et c'est pour ça qu'on a ce programme, parce que c'est un programme que je porte personnellement, je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer parce que il y a encore même 15 ans, un patient qui faisait la fibrillation atriale de 60 ans n'était pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont sur Facebook, ils sont connectés, les patients se renseignent, ils demandent à des IA, et on le voit d'ailleurs même sur les types de cathéters. Il y a vraiment cet engouement, et donc je pense que ça va changer, et je pense que ça va être de plus en plus important de pouvoir parler directement en tant que fabricant aux patients. Oui, ça marche. Oui, merci beaucoup, merci Étienne. Et merci de me donner la parole. Votre histoire, elle est merveilleuse. C'est un conte de fées magnifique devant lequel on ne peut qu'être émerveillé et en tous les cas vous en féliciter. Mais finalement, vous débarquez dans un monde qui est celui de la cardiologie interventionnelle, qui est un monde ultra compétitif, qui est en France du moins un petit cercle fermé. Il n'y a probablement pas assez de cardiologues interventionnels en France. Quand on regarde ceux qui sont en formation, là je vais faire très bref parce que ça va vous ennuyer, mais ils sont clairement en nombre insuffisant. Et donc, la cardiologie interventionnelle, c'est une surspécialité de la cardiologie, qui est un métier maintenant qui a éclaté en 4 métiers différents. Celui-là, évidemment, est un peu prestigieux parce qu'il se rapproche de la chirurgie par sa dimension interventionnelle qui en fait un acte opératoire. D'ailleurs, vous avez parlé acte opératoire, bloc opératoire, qui est un dialogue plutôt du chirurgien que je suis toujours, enfin, où j'étais et que je suis encore, mais finalement. Et donc, c'est un vrai souci français. Le deuxième souci français, je vais déjà avec les soucis français, c'est la recherche. Alors, on a une excellente organisation, vous n'avez pas cité l'ANR, mais j'imagine que c'est un peu ça à quoi vous faisiez allusion, qui est l'Agence nationale à la recherche, qui est extrêmement utile pour la recherche en médecine. Mais elle a 2 gros inconvénients majeurs qui la pénalisent à l'international, et notamment vis-à-vis des États-Unis. C'est qu'elle est hyper réglementée, avec des tas de principes, dont celui de précaution sur lesquels on ne va pas insister ce soir, mais que vous connaissez les uns les autres, j'imagine. Et puis alors, elle n'est pas financée. Et le grand drame de la recherche française, qui est en cause, qui est largement responsable, me semble-t-il, de l'immigration de nos plus brillants chercheurs. Regardez les prix Nobel français des 10 dernières années. Ils sont français, mais obtenus une fois à la Charité à Berlin, une fois aux États-Unis. Enfin bon, ils ne sont pas obtenus en France parce qu'ils ont à un moment donné, dans leur parcours de chercheurs, ou parce qu'il n'a pas été valorisé, ou parce qu'il n'a pas été reconnu, ou parce que la peur du risque qui nous caractérise ne l'a pas accepté, ils sont partis ailleurs, pas forcément loin. Berlin, c'est pas très loin de Paris. Mais tout cela pour dire qu'elle n'est pas financée. Et quand on regarde l'évolution du budget de la recherche, et ça c'est un vrai message que je suis heureux de vous faire partager, c'est qu'en euros constants, le budget de la recherche depuis 2008, ça fait moins de 20 ans, ça fait 17 ou 18 ans, a diminué de 30% en euros constants. Mais c'est gigantesque, alors que les autres pays, non seulement nos voisins, mais également bien sûr celui où
vous travaillez essentiellement, ont augmenté sensiblement ce budget. Nous, on fait l'inverse. Et on en a fait une espèce de variable d'ajustement budgétaire qui est totalement délétère pour la qualité de la recherche médicale. Alors, ceci étant dit, on a des très bons médecins, c'est sûr. On a des très bons chercheurs, vous l'avez dit, qui ont les meilleures idées du monde, c'est probable, mais qu'on n'est pas capable de fidéliser. Et tout le... Je vais faire bref, hein, excuse-moi, mais tout le modèle que j'admire, parce qu'il n'est pas très fréquent, c'est j'ai une idée, je suis français, je crée une idée, je crée cette idée de recherche que je développe. Par le hasard, la sérendipité, qui, on le sait, est quand même assez fréquemment le moteur de la recherche. Et vous avez maintenu en France votre siège, et vous avez maintenu en France votre entreprise, mais vous avez attaqué le marché américain, parce que vous avez effectivement justement compris que si vous n'avez pas le marché américain, vous n'aurez jamais les autres marchés, et en particulier pas le marché européen. Mais cela suppose aussi que si vous voulez reconquérir ou conquérir, je ne sais pas du coup, le marché européen, c'est-à-dire qu'il va falloir vous appuyer sur des leaders d'opinion, j'allais dire, dans le domaine de la cardio-interventionnelle. Et ça, c'est incontournable dans notre pays du moins. Donc il y a une espèce de jeu de bascule que vous faites, j'ai l'impression très bien, parce que vous l'avez totalement intégré. C'est la culture américaine et les moyens des États-Unis qui vous permettent de grossir. Mais aussi pour revenir en Europe, c'est la nécessité d'avoir des experts européens dans la cardiologie interventionnelle. Et alors là, on pourra évidemment, si vous voulez, en discuter, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà, c'est les 2-3 choses. Il y aurait beaucoup de choses à commenter, mais bravo en tous les cas. Non, mais je pense qu'il y a une question de financement de la recherche, plus généralement, même pas que de la recherche en médecine. Et après, oui, c'est vrai que c'est des petits milieux, c'est des petits mondes, et les leaders d'opinion sont hyper importants, et nul n'est prophète en son pays, et nous, on le sent bien. Et moi, je voulais te poser une question, parce que c'est vrai que tu centres sur le marché, mais on entend beaucoup la critique sur recherche clinique qui a été évoquée par Francis. Ta recherche clinique sur le Nature Medicine, par exemple, elle a été faite sur tout a été fait avec un financement privé et avec des patients inclus aux États-Unis. Taylor DF, on avait 70% de patients en Europe, 30% de patients aux États-Unis, et on a fait l'inverse pour Restart. Donc, et l'enrôlement, en fait, la qualité de la recherche clinique était largement supérieure, enfin, je ne devrais pas le dire, mais elle était largement supérieure en Europe qu'aux États-Unis. Mais c'était financement privé. Mais depuis le début, nous, avec Volta, à tort ou à raison, on a fait cavalier solitaire. On n'a même pas travaillé avec la PHM. En fait, enfin bref. Parce qu'on entend toujours, c'est associé, mais la régulation qui pèse beaucoup en Europe, là, en fait, tout est passé sur des autorisations nord-américaines, c'est ça, en premier. Et tu penses qu'il y a vraiment, en termes de cycle... Alors, sur la réglementation, donc il y a plusieurs sujets dans la réglementation, parce qu'il y a évidemment plein de périmètres, mais le premier périmètre, c'est les autorisations de mise sur le marché. Et là-dessus, selon moi, on a un système catastrophique en Europe, mais vraiment catastrophique. Donc ça, c'est clair, et je pense que tout le monde le partage, mais vraiment tout le monde le partage. Et la raison pour laquelle on a un système catastrophique, c'est que les autorisations de mise sur le marché sont délivrées par des organismes notifiés qui sont des entreprises privées, à but lucratif. Donc en fait, elles ne sont pas drivées par la mission. Alors qu'aux États-Unis, c'est la FDA, et la FDA, c'est un organisme public dont la mission est de protéger les patients américains et de leur apporter le meilleur soin possible. Et donc, du coup, les audits n'ont rien à voir. D'un côté, vous avez un audit où l'auditeur va regarder, mais je ne critique pas les auditeurs, hein, mais il regarde la réglementation européenne et il vérifie point par point si c'est juste bien écrit dans le dossier pour décharger leurs responsabilités sur la société. C'est-à-dire que même si je dis, par exemple, là, si j'avais dit mon cathéter, je le fais avec un palmier, mais ce palmier, je l'ai testé, nanana. La question n'est pas est-ce que c'est crédible. La question pour l'éditeur européen, c'est est-ce que point par point, dans leur documentation technique, je peux décharger ma responsabilité d'auditeur, d'organisme notifié, vers la société. Si oui, c'est bon. Sinon, non. Alors que la FDA va véritablement questionner la crédibilité et la pertinence scientifique du dossier technique. Donc pour moi, là, il y a une énorme erreur. Mais c'est très très compliqué, je pense, à changer, parce que je ne sais pas comment on fait. Et voilà. Et après sur d'autres sujets, alors sur la recherche clinique, c'est quand même plus... Notre expérience, c'est que c'est plus simple de faire des études cliniques en Europe. Je ne parle pas de la partie financement, je parle de la partie implémentation, et voilà. Il y a une autorisation de mise sur le marché qui est donnée par la FDA, et ensuite il y a un paiement. Alors dans le cadre de la fibrillation atriale, il n'y a pas encore de paiement différenciant en fonction des outcomes, mais c'est vrai que c'est le cas pour plein d'actes.
Bonjour, je vais poser une question très naïve. Comment on dialogue avec toutes ces différences entre un clinicien, un homme un technicien? Et d'ailleurs, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu cette rencontre que vous avez faite entre des hommes, des cliniciens qui avaient une idée, qui s'emmerdaient d'ailleurs, si j'ai bien compris, à regarder constamment des trucs. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, je peux dialoguer avec ces gens-là? Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dialogue avec beaucoup de personnes qui ne se comprennent vraiment pas. Donc moi je suis un peu tombé dans la potion magique, dans le sens où j'étais sur un groupe de personnes à l'école polytechnique qui s'intéressaient à toute l'action biomédicale, et je voulais en faire ma carrière, dans le sens que je voulais appliquer les mathématiques appliquées au biomède. Et en fait il y a le frère d'un des médecins qui était un ancien polytechnicien, qui en fait a tout simplement mis une annonce dans ce groupe-là. Donc j'ai lu cette annonce, j'ai appelé, on s'est bien entendu, je suis allé à Marseille. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Premièrement, je suis tombé sur des médecins extraordinaires. Je le pense vraiment. Après avoir rencontré beaucoup de médecins, il y a beaucoup de médecins qui sont extraordinaires, mais il y en a quand même peu qui sont prêts à faire confiance à un jeune ingénieur de 23 ans qui n'y comprend rien à la médecine, et à lui ouvrir vraiment leurs portes, quoi. Il y en a vraiment très peu. Enfin, je pense que c'est une anomalie. Et donc ça a été le cas. Donc ça, c'est la première chose. Je suis tombé vraiment sur des médecins extraordinaires. Et après, ça a été vraiment un apprentissage. Moi, la première année, j'ai vu, je pense, plus d'une centaine d'ablations. Donc je passais beaucoup de temps juste au bloc opératoire à regarder, observer, écouter. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les ingénieurs qu'on embauche. On essaye de faire en sorte qu'ils aient une exposition. Donc déjà, on a créé des contenus d'entraînement, mais aussi on essaie de faire en sorte qu'ils aillent au bloc opératoire et qu'ils participent à des congrès de rythmologie cardiaque. Oui, j'ai fait un autre commentaire. J'avais une question. Je suis clinicien. Une question au point de vue économique. Là, vous nous avez raconté comment vous aviez franchi le passage à l'échelle. Et au démarrage, comment vous avez pu obtenir votre première levée de fonds? Comment vous avez convaincu les financeurs que vous alliez faire? Vous pouvez nous raconter ça un instant? Après, j'ai 2 questions cliniques. Alors, les premières levées de fonds sont les plus dures. Parce qu'en fait, surtout si on est primo-entrepreneur, ce qui était le cas de l'ensemble des fondateurs. Si on a déjà entrepris et qu'on a déjà eu du succès, c'est facile. Et donc il y a beaucoup de chance quand même dans les débuts. Il y a beaucoup de chance. Il se trouve qu'on a rencontré le président du groupe Pasteur Mutualité, qui est une mutuelle de santé française, dont le conseil d'administration est entièrement composé de médecins. C'est une mutuelle de santé pour des médecins, par des médecins. Et donc, ils ont compris le projet déjà, ils ont bien compris le projet. Et c'est avec eux c'est eux qui ont l'idée notre première levée de fonds de 2,3 millions d'euros. Donc il y a une composante de chance dans le fait qu'on les a rencontrés. Après, c'est un marché qui est extrêmement porteur. Donc la plupart des investisseurs s'intéressent à ce marché-là. Il y avait quand même un bagage de recherche derrière qui était assez important. Il y avait déjà des études cliniques il y avait déjà beaucoup de recherches cliniques qui avaient été faites, donc il y avait déjà de la valeur. Et puis l'autre chose, c'est que, et c'est l'avantage d'entreprendre avec des médecins dès le début, c'est que avant cette levée de fonds, on a pu financer les tout débuts grâce à des business angels qui étaient eux-mêmes des médecins. Et les médecins ayant un peu de moyens, ça a aidé. Voilà. À propos de, vous avez montré que le coût de votre dispositif, c'est à peu près 5 fois plus aux États-Unis qu'en Europe. La qualité des soins et de la prise en charge de la fibrillation auriculaire, c'est pas si différent que ça entre l'Europe. C'est une question médicale. Hein. Entre l'Europe et les États-Unis, finalement, en Europe ou en France, on fait aussi bien. Pour moins cher, alors. Oui. On fait même mieux, je dirais. Mais alors, en fait, je pense qu'il y a une limite. En fait, je pense qu'en gros, il y a une sorte de limite en deçà de laquelle on tombe dans une dégradation des dispositifs médicaux. Et cette limite, elle est vraiment industrielle. C'est-à-dire qu'en tant qu'industriel, à partir d'un certain DRG, j'y vais même plus. Donc il se trouve qu'on va encore en Europe, mais c'est en train de changer. C'est-à-dire que, notamment, et Patrick pourra en parler mieux que moi, mais il y a une émergence de nouveaux cathéters qui sont des nouvelles modalités d'ablation. Et ces nouveaux cathéters, pour le coup, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je commence à douter si on est mieux pris en charge en France, puisqu'en fait, il y a la grande majorité des
des hôpitaux américains qui utilisent majoritairement ces nouveaux cathéters dernière génération, et il y a une minorité des centres européens qui utilisent ces cathéters dernière génération pour des raisons de coût. Donc là, on doit se situer vers cette limite où on commence à vraiment altérer le soin, quoi. Dernière petite question, c'est sur l'avenir. Là, pour l'instant, vous avez encore un cardiologue au bout du cathéter. Vous envisagez un robot pour se caler directement sur vos enregistrements d'ECG et dire c'est là où il faut faire la radiofréquence? Je suis un peu rétrograde, mais je pense pas du tout. Je voulais juste, pendant qu'on passe au micro, poser une question à Nicolas, si tu me permets, parce que j'ai complètement oublié, et je pense que c'est vraiment dans le sujet. Tu es responsable de Choose Friends for Science. Et justement par rapport à ça, c'est-à-dire que on cherche actuellement par ce programme à rapatrier des chercheurs ou des startups, c'est-à-dire aussi Volta, parce que c'est intéressant de savoir où on en est. Merci. Pour l'instant, c'est tourné vers les chercheurs. C'est-à-dire que ce programme a été lancé en mai dernier par le président de la République suite au premier mois de gouvernement de Trump, hein, même s'il est ouvert aux chercheurs du monde entier. Il est destiné à faciliter l'accueil en France de ces chercheurs. Et il y a aujourd'hui 50 chercheurs qui ont candidaté et qui ont été sélectionnés. Et c'est un miroir inversé de ce qui se passe aux États-Unis. Donc beaucoup d'entre eux en santé, climat, biodiversité, et des profils absolument exceptionnels. Enfin, je pense qu'on est tous très surpris en réalité de l'intensité du flux et de la qualité des profils qui arrivent. Alors c'est tout champ confondu, hein, mais donc il y a pas mal de chercheurs en biologie, un peu moins en médecine, puisque par définition il faut changer de cadre d'exercice, c'est pas simple, mais c'est quand même un des secteurs dans lequel il y a le plus de mouvement aujourd'hui. Haute surprise, on pensait un peu au début naïvement que ça serait d'abord un programme pour des chercheurs européens qui voudraient revenir en Europe. Sur les 46 premiers lauréats, on en a 50 maintenant, mais il y a 19 Américains de nationalité. En vérité, il faut dire des choses. Il y a un mouvement de départ d'un certain nombre de chercheurs qui s'est enclenché aux États-Unis, notamment dans le champ de la biologie santé, même si on regarde la taille et la puissance des États-Unis, évidemment, c'est le début de quelque chose, mais c'est pas un effondrement. Après, peut-être, au passage, moi, c'est une des choses qui m'a le plus frappé. J'étais très frappé. Pardon, parce que je glose là-dessus, mais en juin dernier, on est allé à Boston avec le directeur général de l'assistance publique à l'occasion du salon Bayo. Et on a discuté, évidemment, avec un certain nombre de grands CEO de groupes pharma. Et moi, je m'attendais à entendre ces CEO dire à un moment, on est inquiet de voir ce qui se passe sur le plan scientifique. Ils nous ont parlé de beaucoup de choses, la question du prix du médicament, évidemment, des menaces du gouvernement américain, des tensions importantes. Mais j'en ai entendu aucun formuler l'idée que le fait que l'écosystème scientifique soit mis en cause était potentiellement un problème économique à horizon de quelques années. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas encore de prise de conscience du fait que si vous avez un début d'effritement de la recherche biomédicale américaine, vous aurez inévitablement, en 10, 15 ou 15 ans, des conséquences économiques. Et pour répondre à la question, sur le volet start-up, je trouve que c'est une question qui est ouverte aujourd'hui. Une des intuitions qu'on a, mais à laquelle pour l'instant ne correspond aucun cadre construit, c'est qu'il y a sans doute un certain nombre on pourrait imaginer un Choose Friends for Science tourné plutôt côté start-up et plutôt en accompagnement de mobilité de chercheurs R&D américains ou établis aux États-Unis qui voudraient venir travailler dans les start-up en France, dans l'IA mais pas que, où on pourrait accompagner ce mouvement et leur offrir, à côté de leur travail principal dans une start-up, un peu d'ancrage académique dans des beaux laboratoires de mathématiques ou de robotique. Voilà. Donc c'est un truc sur lequel on travaille et peut-être qu'on bougera là-dessus. Et peut-être pour terminer le chapitre, toi, tu n'as pas actuellement de signaux de protectionnisme par rapport à Volta ? Alors ça fait partie de la technique de l'hybridation. C'est une technique de camouflage extrêmement rodée et ça fait partie de la blague de baseball. Non mais en plus je suis sérieux, je blague mais pas tant que ça. On n'en voit pas trop parce qu'on fait mine d'eux quand même. Mais je pense qu'il y en a un peu, mais je sais pas en fait. Je sais pas si je ressens pas en tout cas, je ressens pas. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis arrivée en retard. Muriel Dahan, je suis la directrice de la recherche et du développement d'Unicancer et précédemment personnalité qualifiée du Conseil stratégique des industries de santé qui a donné lieu au
plan Innovation Santé 2030. Donc, je ne sais pas si vous avez bénéficié un petit peu du plan et de cette dynamique. On a étudié tous ces problèmes et on s'est heurté aux difficultés qui sont toujours là, visiblement, mais on a essayé de les pallier. Bon, c'est très très complexe, effectivement. Moi, je voulais souligner l'entrée du numérique dans le domaine de la recherche clinique. Ça se fait dans la douleur, hein, et je confirme qu'on est à la recherche de ces nouveaux profils tels que des ingénieurs. On a besoin d'hybrider les médecins, les chercheurs, les ingénieurs et de plus en plus d'interagir pour créer de nouveaux métiers. Donc, merci de vous y intéresser, merci d'y entrer. Je vois que là, il y a quand même des solutions qui se profilent sur un de nos plus grands enjeux aujourd'hui. Et je lance l'idée, je crois que je l'avais évoqué, Alexis, quand tu m'avais invité à parler à une soirée. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un connecteur pour faire une collecte automatique des données de la recherche dans ce qu'on appelle les ICRF. Voilà. Et ça, on a eu beau discuter avec toutes les startups, tous les génies de l'IA, tous les ingénieurs possibles. Pour l'instant, aucun ne nous a donné la solution. Et j'ai cru apercevoir un début de quelque chose qui pourrait y ressembler. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se dessiner? Alors, c'est quand même assez spécialisé et c'est quand même assez spécialisé. Enfin, on pourra en discuter, mais je pense qu'il y a des acteurs qui sont mieux placés pour la partie ICRF. Mais c'est vrai que je sais que c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu, et surtout le potentiel est énorme en fait. Le potentiel de pouvoir connecter le potentiel de pouvoir en fait faire le lien. Alors nous, la spécificité qu'on a, contrairement à tous les autres acteurs, c'est qu'on a connecté les données épidémiologiques avec le procédural. Et ça, je connais pas beaucoup d'exemples où on a des données procédurales qui sont connectées avec des données épidémiologiques et des données long terme. Mais bon. Alors c'est vraiment important, effectivement, parce que la vraie question, c'est de se dire qu'une étude clinique, c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus compliqué. Et puis, on la fait toujours dans un but. Or, en fait, l'intérêt des data, c'est de pouvoir être un peu naïf et de regarder un peu tous les champs en parallèle, en se méfiant bien sûr des biais. Et c'est vrai que je prends l'exemple, alors la PHP, ça fait depuis très longtemps, bien sûr, mais nous, par exemple, là, chez Ramsay, notre ambition, c'est d'ouvrir l'entrepôt de données de santé. Mais surtout, le souci, c'est d'arriver à franchir la barrière extrêmement protectrice qu'on a autour des données. Et vous l'avez dit en utilisant le mot pseudonymisation, eh bien, nous, l'idée est véritablement de travailler à la génération de données synthétiques de santé, c'est-à-dire de données qui sont mathématiquement exactes à la taille de la base, mais fausses à l'échelon de la cellule. Et ça, c'est véritablement un élément important pour nous permettre de transposer, d'exporter, entre guillemets, plus facilement ces données. Par exemple, nous, on est en Europe, Suède, France, Danemark, se partager les données, c'est compliqué. Et c'est vrai que, moi, j'allais dire, je vous fais vraiment tous et à toutes un appel du pied, parce que, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il faut pouvoir fusionner, discuter avec des gens d'obédience différentes. Et nous, à partir de lundi prochain, on va travailler avec un groupe de 4 étudiants, entre guillemets seniors, d'une grande école, voilà, pour travailler sur justement cette modélisation de données synthétiques de santé. Et je crois qu'il faut surtout avoir confiance en vous. C'est-à-dire que vous soyez étudiant, start-upper, ce que vous voulez. Le but, c'est d'avoir une mise en relation. Donc, il faut taper aux différentes portes, que ça soit chez Nicolas, que ça soit chez moi, pour qu'on vous mette en lien avec le clinicien qui permettra de faire ce travail. Et encore une fois, il ne faut pas penser en rétrospective, il faut penser en prospective. Et je crois que c'est ça vraiment l'élément important. J'espère que vous êtes contents, vous êtes pris tous pour des étudiants. Je voulais juste ajouter que très rapidement qu'il y a aussi un facteur intéressant, c'est moi je vois que les médecins de plus en plus, et notamment les jeunes médecins, s'intéressent à ces questions, mais beaucoup plus fortement. Et il y a un intérêt, il y a un désir de faire partie de cette révolution de la médecine. Et donc, en fait, c'est les premiers acteurs, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça.
Bonjour, merci beaucoup pour ta présentation, pour ton topo, et puis aux discutants. Je suis Alexis Arnaud, je suis cofondateur de Calmedica. On fait du télésuivi de patients, on en suit à peu près 2 millions par an. Je reviens sur la donnée, donc c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de dire. Tu as présenté, et tu as dit, on est au Moyen-Âge, tu as présenté et tu as dit, voilà, au bloc opératoire, il n'y a aucun des équipements qui se parlent. Donc, chez France Biotech, j'ai créé un groupe sur l'interopérabilité des données de santé. Tu n'as pas prononcé le mot, mais est-ce que c'est ce que tu avais en tête? Tu as un problème d'intégration, non pas sur l'usage secondaire auquel on a répondu auquel Muriel a cité, mais sur l'usage primaire, c'est-à-dire pour le soin. Est-ce que toi, tu as besoin d'être connecté aux équipements pour faire un meilleur travail? Et si oui, j'ai pas bien compris comment, mais ça m'intéresse. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est important, je voulais juste dire par rapport au Moyen-Âge, parce que ça peut être un peu choquant. Il y a des domaines, comme je l'ai dit, dans l'imagerie médicale, il y a des domaines qui n'en sont pas du tout là. Mais en tout cas, pour la rythmologie cardiaque, c'est le cas, et je pense que c'est le cas aussi d'autres endroits. Oui, on a besoin, nous, de nous connecter à des fabricants, enfin à des machines du bloc qui appartiennent à différents fabricants. Et on a ce besoin de façon primaire pour améliorer la qualité de nos dispositifs et améliorer le soin qui est donné. Et d'ailleurs, ça a fait partie de notre travail, et là c'est en train d'aboutir, puisque l'an dernier on a signé en fait un accord de partenariat avec Johnson & Johnson et un autre avec Medtronic, ces deux-là ont suivi un avec Abbott, qui sont des partenariats purement technologiques sur justement le développement d'une API et le développement de technologies qui permettent de faire communiquer les systèmes. Et ça nous ouvre des portes en termes d'innovation qui sont énormes. Donc aujourd'hui, le dispositif actuel sur le marché est très limité, parce qu'en fait, il est basé sur nos sources de données qu'on avait à l'époque. Mais demain, on pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, on le sait même. J'en profite parce qu'on va prendre la dernière question, parce que le but après, c'est de continuer la discussion. Je vais remercier le directeur adjoint de la Sécurité sociale qui est parmi nous et qui écoute attentivement toutes les formes de régulation nord-américaines. Je voulais vous dire aussi que c'est un peu le but de ces séminaires, et je pense qu'on est vraiment dans la cible habituelle, c'est de faire de l'échange justement entre monde médical, professionnel et monde de l'ingénierie. Donc c'est vraiment, je pense, cette séance pile poil dans la cible. Madame ou mademoiselle, excusez-moi. Bonsoir, donc Victoire Bach, je suis cofondatrice et CEO d'Opia. Nous, on fait de l'organisation, on essaie de libérer du temps aux médecins et aux soignants en gérant les plannings des équipes. J'ai une question de start-upeuse par rapport à la thématique aller vers les US. Je me permets de te tutoyer entre entrepreneurs. Tu as démarré vite sur cette hybridation US. Est-ce que tu aurais fait aussitôt? Est-ce que tu aurais fait plus tard? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais d'aller tôt vers les US au regard du contexte? C'est une bonne question. C'est difficile. En fait, comme je le dis, nous, on a eu la chance d'avoir un des cofondateurs qui était basé aux États-Unis. Alors, si on n'avait pas eu cette chance, et quelle aurait été la trajectoire optimale, je pense qu'on aurait pu y aller un peu plus tard. Dans la mesure où c'est coûteux, mais pas beaucoup plus tard, parce que pour vraiment que cette hybridation fonctionne, c'est pas possible s'il y a déjà 40 employés, il y a déjà une culture, il y a déjà des habitudes qui sont prises. Et je parle même d'un point de vue du dirigeant. Moi, j'ai énormément appris au contact des Américains. Pas trop en hard skills, mais énormément en soft skills, et je pense que ça me sert. Enfin, ça c'est d'ailleurs c'est une aparté. C'est même au niveau personnel. Je pense que ça me sert énormément dans ma carrière, même en France, d'avoir travaillé beaucoup avec les Américains, parce que j'ai appris beaucoup. Mais plus largement, je pense que il y a une sorte de manière d'être qu'il faut un petit peu adopter quand même assez tôt. Voilà. Mais c'est très. Alors ça paraît complètement. C'est très subtil, quoi. Ça paraît pas très tangible, ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça a joué un rôle, ça a joué un gros rôle. Donc voilà, mais après c'est coûteux, donc faut trouver le bon juste milieu, faut trouver les bonnes personnes avec qui s'associer. C'est pas forcément facile, je pense, comme sujet. Merci beaucoup. On va continuer la discussion avec un buffet qui est juste à côté. On peut rester là d'ailleurs aussi, parce qu'en fait il y a un espace
on peut aller à côté et rester ici. Je voulais remercier donc Théophile, bien sûr. Rendez-vous dans 10 ans. Moi, je suis vraiment impatient de savoir l'histoire. Je voulais vraiment vous remercier, Patrick et Nicolas. Merci encore parce que tu as eu la gentillesse de nous accueillir au dernier moment et puis de participer à ces débats. On pourrait continuer. Et je pense que vous restez aussi tous les deux. S'il y a des échanges, on peut échanger avec toutes ces personnes. À bientôt pour le prochain séminaire.